Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis ici avec Boris pour le live spécial infographie 3D. Je vais laisser Boris se présenter et vous en dire un petit peu plus sur lui. Bonjour, je m'appelle Boris du coup. J'ai quitté l'école personnellement en 2013. J'ai travaillé dans différents studios depuis, majoritairement sur de la série. J'ai fait pas mal de modélisation. Je suis sur Artline, je suis mentor à Artline, pardon, sur un cursus de modélisation 3D, de préparation à la 3D, etc. C'est une première initiation. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, des différents postes que tu as pu avoir et puis de comment tu es arrivé là aujourd'hui? Moi, je suis sorti d'école en 2013, donc comme je disais, j'ai fait un premier passage un peu clair chez Studio 100 sur la série Maya l'abeille, sur du compositing, qui n'était pas vraiment qui était pas vraiment mon point fort, mais bon, fallait du travail quoi. Et ensuite, je suis rentré chez Buff en 2014, 2013-2014, je sais plus trop, ça me paraît lointain tout ça maintenant. J'ai fait du VFX là-bas pendant un an et demi sur plusieurs petits projets de publicité et deux un peu plus importants. Déjà Kingsman, qui a été mon premier générique, le premier Kingsman qui a été mon premier générique qui m'a fait plaisir, et Poltergeist sur lequel j'ai fait le remake de 2015, pas l'original, je suis pas si vieux. Et donc c'est qui était un plutôt mauvais film, mais sur lequel j'ai appris énormément de choses et sur lequel il était hyper intéressant de travailler. Donc j'ai fait un an et demi chez eux. Après le FX c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt un enfant malgré les apparences et j'avoue que j'étais beaucoup plus partant pour faire de la série d'animation. Donc je suis allé chez Studio Harry qui commençait Grizzly et les Lemmings à ce moment-là. Donc j'ai fait 3 ans et demi chez eux. Donc toute la mise en place de Grizzly j'ai commencé chez eux en tant que modeleur pendant un peu plus de 6 mois. Et après je suis passé en ce qu'on appelle la direction technique où là c'est alors le terme direction est hyper pompeux dans ce cadre-là, mais c'est surtout la création d'outils, c'est beaucoup de code, création d'outils pour faciliter le travail des autres, beaucoup de debug de scène, etc. En gros, nous, on nous propose des choses qui sont pas faisables et nous on doit faire en sorte qu'elles le deviennent pour pouvoir améliorer la qualité générale du projet, en l'occurrence de la série. Donc j'ai fait 3 ans et demi sur Grizzly et les Lemmings. J'ai fait 2 saisons. Là, il y en a 4 qui sont sorties en tout, mais moi j'ai fait que les 2 premières. J'ai participé à la préparation de la troisième, mais ça s'arrêtait là. Après quoi, je suis allé chez Superprod, qui eux cherchaient à mettre en place de zéro la création d'une série pour les tout petits cette fois-ci. Série qui est Gogo Cory Carson en anglais, Tut Cory Bolide en français. J'ai fait pareil un an et demi chez eux où là c'était pareil, c'était vraiment de la mise en place, du support, du debug, ce genre de choses, avec toujours une prédominance pour le modeling qui reste quand même mon cursus de cœur, on va dire, mais c'est plus ma spécialisation actuelle. Modeling, c'est donc modélisation 3D de perso ou de décor, majoritairement du décor, pour ma part en tout cas. Donc voilà, j'ai fait un an et demi chez eux, en parallèle de quoi j'ai participé à la modélisation des persos d'un court métrage pour Zeil Productions, court métrage qui s'appelle je sais plus comment s'appelle ce court-métrage. Zeil Productions, qui est un studio luxembourgeois qui s'est distingué parce qu'ils ont fait Monsieur Hublot, qui a gagné je crois l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Pas l'Oscar, non, ça me paraît élevé, mais qui a gagné plusieurs prix dans court-métrage d'animation. Et donc ils ont enchaîné avec plusieurs autres petits courts-métrages derrière. Et j'ai participé à un de ces courts-métrages suivants, pas à Monsieur Hublot. Euh, donc voilà, ça c'était donc en parallèle de mon expérience chez Superprod sur Tutude Corribolide. Donc ça a duré un an et demi, moi je dirais à peu près. Après, je suis allé faire du développement orienté modeling, encore une fois chez FX, pour de l'horlogerie cette fois-ci, pour de la publicité, donc de l'horlogerie de luxe, ce qui me plaisait moins, mais, euh, mais ça présentait des challenges intéressants. Et là, je suis maintenant depuis presque 2 ans chez Supamonks, qui est un studio qui fait des teasers, des teasers d'animation plutôt cartoon, dont les projets les plus notables, ça va être, alors avant mon arrivée, la participation, toute l'animation du film Minuscule, le premier ou le deuxième, je sais plus,
minuscule 2, je crois. Et sinon, là, les projets récents, ça va être la participation au long métrage, à l'épisode spécial d'1 h 30 des Lapins Crétins, Mission to Mars, et les pubs pour le jeu Clash of Clans, ou les trailers pour les jeux vidéo The Endless Dungeon, The Endless Legend, qui vont être là leurs projets les plus notables. Donc là, le studio est en développement et on participe justement à ce développement du mieux qu'on peut. Super, merci beaucoup pour tous ces détails. J'ai oublié de le préciser en commençant la séance, mais vous pouvez poser vos questions juste dessous, pardon, avec le bouton poser la question, et on pourra y répondre à la fin si vous avez des questions sur le parcours i3D, sur Boris, sur son activité plus spécifiquement. Donc n'hésitez pas. Ce que je voulais te demander, c'est comment tu en es arrivé là, comment t'es venue cette envie de faire de la 3D. Est-ce que depuis toujours, tu as une propension pour le dessin, la créativité? Comment t'as su que c'est ça que tu voulais faire? C'est un peu compliqué, ça va être plus par des contacts. C'est pas forcément un métier que j'envisageais. J'ai toujours dessiné beaucoup plus que je n'écoutais en cours d'ailleurs, mais j'ai toujours vraiment travaillé un peu le dessin, etc. Mais plus par loisir, sans vraiment envisager qu'on puisse travailler dans ce domaine. Et complètement par hasard, par des gens de mon entourage, j'ai appris la connaissance, enfin, j'ai eu connaissance, pardon, d'école de 3D. Et moi, à l'époque, je me cherchais un peu. Je sortais d'un bac de mécanique et d'une licence d'histoire, et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. Et il s'avère que ça m'a beaucoup plu. Qu'en plus, j'étais pas mauvais là-dedans, donc ça me paraissait une bonne idée. Mais j'ai que très tardivement envisagé que c'était vraiment un métier. Donc, un petit peu par hasard, mais un joyeux hasard finalement. Et donc, bah, je pense que ça pourrait être sympa de regarder les teasers de quelques-uns des projets sur lesquels tu as travaillé et que tu puisses nous donner un petit peu bah, ton expérience dessus, ce que tu as fait, pour pouvoir montrer aux gens bah, les différentes choses qu'on peut faire sur des travaux comme ça. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Hop. La connexion se fait et on va commencer du coup avec le trailer de Grizzly et les Lemmings qui sera juste ici. Grizzly et Lemmings, c'est une production. La première saison a mis 2 ans à sortir. Beaucoup de création d'assets, beaucoup de création de décors. Un des gros défis dessus, ça a été la gestion des poils, la gestion des décors qui défilent et la quantité d'objets qu'il fallait créer en un temps réduit. Là, c'est un teaser donc pour la saison 4, si je ne dis pas de bêtises, à laquelle j'ai pas directement participé, mais tous les assets là, les arbres qu'on peut voir en fond sont de réutilisation de choses qu'on a déjà faites. Les persos sont les mêmes, énormément de décors sont réutilisés, etc. Pour ma part sur Grizzly, donc j'ai commencé en tant que modeleur, j'ai beaucoup participé à la création de la maison principale des personnages. J'ai pas modélisé les persos dessus. Mais le plus gros chantier que j'ai eu, maison qu'on vient de voir là, le plus gros chantier que j'ai eu dessus, c'est le fait d'avoir, ça peut paraître bête dit comme ça, mais d'avoir des décors qui défilent à l'infini en fait, ce qui en 3D est quelque chose de compliqué et qui a nécessité pas mal de développement pour pouvoir être fait de manière simple à utiliser pour les artistes et la création du système qui permettait d'avoir de l'herbe un peu partout dans les décors. Alors ça paraît éloigné du modeling, mais c'en est quand même proche, ça reste de la gestion de décor. Là par exemple sur le background qu'on voit en fond, c'est la maison sur laquelle j'ai pas mal participé. Je suis désolé, vous allez voir les enfants popper derrière. Ça je maîtrise pas. C'est les aléas du direct, c'est pas grave. Ok, bah super intéressant. Pour les questions qui arrivent, on y répondra tout en même temps à la fin. Ce sera plus simple, je pense. Et du coup, on pourra passer à un deuxième élément sur lequel tu as travaillé, et on va enchaîner avec Gogo Cory Carson. Donc, je mets ça et je vous partage l'écran. Bon, j'ai un peu particulier pour moi Gogo Corey Carson parce que j'y suis allé parce que ça m'intéressait de mettre en place ce qu'on appelle un pipeline de série de zéro. Mais je savais absolument pas en y allant à quoi correspondait la série et j'ai eu la très agréable surprise de découvrir que c'était
fait par des scénaristes, storyboarders et directeurs artistiques de Pixar. Donc c'est storyboarder de Monstres et compagnie et directeur artistique de Toy Story 3 qui travaillait sur le projet en direction. Donc ça fait énormément plaisir. Enfin, super expérience de bosser avec eux. Mais après, ça reste de la série orientée pour les tout petits. Donc ça a cette particularité que si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas grand-chose à faire devant non plus. Mais tous les challenges qu'il y avait derrière, justement, parce que ils avaient une exigence graphique qui était très élevée dessus. Et toute la mise en place qu'on a eu à faire derrière devait aller dans ce sens, parce que eux, leur expérience, bah, c'est Pixar, quoi, c'est pas autre chose. Donc du coup, exigence graphique très élevée, mais avec derrière une, comment dire, une vraie démarche, enfin une vraie démarche créative. Du coup, ouais, échange très intéressant sur ce projet. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. Ok, super. Merci beaucoup. On passe donc au suivant, qui sera Kingsman, un peu moins pour les tout petits. Beaucoup moins pour les tout petits. Beaucoup moins pour les tout petits. Alors Kingsman, donc le projet date un peu, hein, c'est le premier Kingsman, donc il est sorti en 2014 je crois, ou 2015 peut-être, quelque chose comme ça. Alors je vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont vu le film, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est la séquence des explosions à la fin. J'ai travaillé un peu plus d'un mois dessus. En fait, quand le film est arrivé dans le studio Buff dans lequel j'étais, le film était déjà fini, mais le directeur Matthew Vaughn n'était pas content de l'aspect des visuels. Donc il a demandé à plusieurs studios de faire plusieurs tests, et c'est notre studio qui a gagné, on va dire, le concours. Et donc on a travaillé sur cette séquence d'explosion, ouais, pendant un peu plus d'un mois. Donc le VFX c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que c'est assez amusant d'aller chercher des rêves, de faire des tests, d'essayer de faire en sorte que ce type d'explosion soit physiquement, enfin soit crédible physiquement. Mais après c'est énormément d'investissement aussi derrière. Mais j'étais très content de faire mon premier générique sur ce film-là. Je savais pas à quoi m'attendre. Après, un des gros problèmes de travailler dans le VFX, c'est que vaut mieux pas travailler sur des licences qu'on aime parce qu'on se spoil assez facilement. Personnellement, je connaissais la fin du film et qui mourrait ou non avant de voir le film. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Que du coup, il faut éviter. Et, c'est habituel comme ça de travailler sur un seul, finalement, petit élément dans tout le film et de passer longtemps dessus avec le reste d'une équipe. Oui, totalement. C'est sur un projet de VFX comme ça. On va avoir 4-5 studios différents qui vont travailler sur les FX pour des spécialisations différentes. Par exemple, Buff, ils se sont gentiment spécialisés dans le fait de faire des FX que pas beaucoup d'autres studios sont capables de faire parce qu'ils ont une méthode de travail très particulière. Enfin, pas capable dans le sens c'est pas possible, mais qu'ils n'accepteraient pas de faire autrement. Et donc du coup, sur une séquence particulière, tel studio va être plus pertinent qu'un autre. Donc c'est assez fréquent. Quand je suis arrivé chez eux, pour l'anecdote, vraiment ma première rentrée chez Buff, je rentre dans les locaux et il y avait quelqu'un qui travaillait sur Game of Thrones et il était en train de faire les FX de la mort d'un personnage. Donc c'est littéralement la première chose que j'ai vue en arrivant chez eux, d'une saison qui n'était pas encore sortie. C'était un peu frustrant. C'était quel personnage? Je pense que ça va, on peut spoiler un peu Game of Thrones maintenant. Je sais plus comment il s'appelle quand ils sont au-delà du mur devant la caverne des enfants de la forêt là où ils vont. Il y a Bran et il y a les deux petits Jolene, je crois qu'ils s'appellent, de petits garçons là. Et Ok. du sol, voilà. C'est Ok. voilà, bref. Bon, bah, je Parfait. Du coup, on peut passer au prochain. Je te le mets ici. Alors ça, c'est en date le dernier projet sur lequel j'ai vraiment fait que de la modélisation. Là, c'était en freelance, j'ai pas travaillé directement en tant qu'employé pour le studio. C'est donc Zelt Productions qui faisait ce court-métrage pour promouvoir le savoir-faire luxembourgeois suite au succès de Monsieur Hublot. Donc là, le personnage qu'on voit, lui, là, le moustachu à l'écran, je l'ai modélisé entièrement.
Euh, alors après, là, il y a le court-métrage entier. Je sais pas si on regardera le court-métrage entier. J'aurais beaucoup aimé travailler sur l'oiseau mécanique, mais il a été pris par quelqu'un d'autre. Ça fait partie des frustrations. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais bon, tant pis. J'ai fait 5 persos en tout sur ce projet. Il y a lui qui a beaucoup de temps d'écran. T'en as 3 autres qui sont vraiment que des figurants, et t'en as un qui n'a pas été, qui a été enfin, quasi coupé au montage parce qu'il fait 15 pixels dans l'écran final. Et voilà. Là donc en gros j'ai fait la scientifique là qui est en blouse devant, celle qui vient d'arriver avec le chignon à gauche. Euh, et ouais c'est ça. Et non c'est que 4 persos en tout. Et le dernier a été quasi coupé au montage. On le verra à la toute fin si on a l'œil. Euh, bon, on n'a pas forcément. C'est hop. Et voilà, là c'est tous ceux qui sont en t-shirt rouge. Voilà, voilà. On n'en voit pas grand chose. En effet. Ok, super. Et du coup, quand on travaille comme ça sur un personnage, ça te prend combien de temps à peu près pour en créer un, par exemple? Les aléas du direct. Quand c'est le samedi, les gens ont leurs enfants, donc on va attendre que Boris revienne. Mais en tout cas, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On va faire une petite session de questions-réponses après. Donc si vous avez des questions sur le travail d'infographiste 3D, sur ce vers quoi vous pouvez vous diriger, etc., ou même sur son UV plus spécifiquement, enfin son unité d'étude plus spécifiquement au sein d'Artline, vous pouvez y aller sans problème. Est-ce que Boris, de ton côté, l'urgence est gérée? Ouais, ça va. La création d'un perso, bah vous allez le voir, je suis désolé. La création d'un perso, alors sur ce projet-là, c'était un peu particulier puisque il y avait un temps donné de toute façon. On était sur 3 à 4 jours par perso au maximum. En ayant déjà un concept. Donc là, c'était pas j'ai le temps que je veux pour faire un perso le mieux possible. C'était enfin pour faire le meilleur perso possible. C'était faire ce qu'il était possible de faire dans le temps donné. Donc là, sur le menuisier, il m'a pris ouais, 3 grosses journées. Et les autres persos, c'était 3 journées beaucoup plus cool. Quand même, c'est quand même rapide et c'est souvent comme ça d'avoir des temps impartis pour réaliser quelque chose qui au final aurait pu prendre plus de temps. Alors, ça va dépendre du type de production dans lequel on est. Là, c'était vraiment, ils faisaient appel à des freelances parce qu'ils avaient du retard sur ce projet et qu'ils avaient besoin de gens qui acceptaient de travailler rapidement. Donc, c'était vraiment la contrainte de base de ce projet-là. C'est pas systématiquement le cas. Après, c'est vrai qu'en production, on a des deadlines, on a un temps donné, un budget donné par perso, par objet. Et suivant ce budget donné, on va pouvoir passer plus ou moins de temps dessus en fait. Mais après, tout va dépendre du type de production. Forcément, une production qui va pas avoir beaucoup de budget, on va pouvoir passer peu de temps. Euh, je sais que j'ai par exemple un ami chez Framestore qui a bossé c'est sur le livre de la jungle, où il a passé 8 mois à ne faire les poils que d'un perso. Donc tout va dépendre. Ok, en effet. Ok. Pour parler un petit peu de ton rôle chez Artline, est-ce que tu peux nous redonner le nom de l'unité de laquelle tu t'occupes? Alors moi, c'est l'UV de modélisation, qui est a priori normalement un des premiers ou le premier UV de 3D auquel vont participer les apprenants. C'est la prise en main de Maya, en l'occurrence, et des outils de modélisation dans Maya. Donc il y a plusieurs corps de métier en 3D, plusieurs spécialités. On peut tout à fait être généraliste, hein, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs corps de métier qui sont très très distincts. Moi personnellement, je suis spécialisé en modélisation. Je suis très mauvais dans d'autres départements, donc je vais pas aller m'engager à essayer de former des gens dedans. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta façon d'apprendre, comment t'aimes bien fonctionner avec les apprenants chez Artline? Hmm. Alors, pour ma part, je vois plus les cours comme quelque chose de participatif. J'ai pas tendance à voir ça de manière très scolaire. Pour moi, c'est vraiment donc il y a des exercices, il y a des vidéos données sur lesquelles là c'est des cours plus magistraux qui sont donc des vidéos enregistrées. Et je suis désolé.
C'est donc des vidéos enregistrées qui servent de base et de préparation au cours. Et ensuite, il y a des lives où là, c'est un espace d'échange où je vais pas du tout être dans le retour, juste à ouvrir la scène de travail et à pointer ce qui va pas. Pour moi, c'est vraiment participatif. C'est-à-dire que je vais pas aller forcer quelqu'un à ouvrir sa scène, par exemple, s'il en a pas envie. L'idée, c'est que on présente son travail, on présente ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce que les deux choses sont intéressantes. Quand ça fonctionne, faut montrer pourquoi ça fonctionne et comment on peut améliorer encore les choses. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est expliquer pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas et comment on peut faire en sorte que ça fonctionne justement. L'idée, c'est toujours de prendre des élèves qui ont du mal à avancer pour les aider à avancer, parce que ne serait-ce que prendre la modélisation d'une personne va en débloquer plusieurs forcément, puisque a priori ils sont beaucoup à rencontrer les mêmes problèmes. Et après ça, on va prendre les modélisations de gens qui ont réussi à très bien avancer pour voir comment pousser plus loin. Parce que même pour ceux qui ont un peu plus de mal, ça leur donne la perspective de comment est-ce qu'on peut aller plus loin que juste représenter la base. Comment est-ce qu'on peut aller chercher les détails des ombres, comment est-ce qu'on peut aller chercher tous ces petits détails qui vont donner de la vie vraiment à l'objet. Donc pour moi, c'est vraiment participatif. Je vois vraiment plus tous les apprenants comme des professionnels en formation que comme des élèves. Je suis pas du tout dans une optique scolaire type lycéenne ou école. Merci beaucoup. Je pense que ça peut être intéressant de montrer. On a deux petits exemples de travaux qui sont présentés, enfin faits dans ton UV. Si tu veux les commenter, hop, je vais partager ça. Alors ça, c'est en gros mon UV il est découpé en deux parties. Le premier, c'est la prise en main la prise en main des outils de 3D via la modélisation d'un véhicule, qui est vraiment un premier test. Et le deuxième UV, c'est celui-là, on applique ce qu'on a appris sur le véhicule pour la modélisation d'un décor. Donc forcément, les décors impliquent beaucoup plus de travail qu'un véhicule. Le tout se fait sur 5 semaines. Là, ces deux cas un peu différents, il y en a une qui a choisi quelque chose d'un petit peu plus organique, l'autre quelque chose de plus urbain. L'idée là, c'est d'apprendre à modéliser beaucoup d'assets séparés et les rassembler dans un décor, voir comment les construire, et le tout en se basant sur une référence. L'idée, c'est qu'il y a une image derrière et on doit faire en sorte que le modèle 3D soit exactement la même chose que l'image, et pour vraiment y donner vie. Euh, Ok. Et voilà. prendre combien de temps, par exemple? J'ai pas entendu. Et comme ça, par exemple, ça va prendre combien de temps? Là, l'UV, c'est sur 5 semaines. C'est sur 5 semaines en prenant en compte qu'il y a une bonne semaine qui n'est pas destinée directement à la modélisation, mais plutôt à la mise en valeur des travaux. Parce que c'est une partie qui est tout aussi il y a une partie qui est tout aussi importante que de savoir modéliser, c'est savoir vendre son travail en fait. Que ce soit quand on cherche à postuler quelque part ou tout simplement à mettre en valeur ses travaux personnels pour le plaisir de les montrer, ou qu'on cherche à vendre ses travaux à un client. Être capable de mettre son travail en valeur, c'est tout aussi important que d'être capable de bien modéliser. Donc là, je dirais qu'il y a 3 semaines et demie, 4 semaines de travail de modélisation et une semaine de mise en valeur, c'est-à-dire les petites animations qu'on peut voir, le mouvement de caméra, la feuille qui tombe, le travail de la lumière qu'il y a derrière, qui sont tous là pour vraiment mettre en avant la qualité du travail. Ok, super. Bah, merci beaucoup. On a pas mal de questions qui sont arrivées, donc pour avoir le temps de toutes les faire, bah, on va attaquer avec la session de questions-réponses. Vous pouvez continuer à en poser si vous le souhaitez. Donc la première question, c'est est-ce que le travail dans les différentes entreprises se fait plutôt en télétravail ou en présentiel, étant donné le changement récurrent de société? Ça va dépendre des studios. T'as des studios qui sont encore très fermés au télétravail. Après, ça peut aussi être pour des raisons de confidentialité. Si tu bosses sur un Star Wars, t'as assez peu de chances de pouvoir travailler de chez toi. Mais parce il y a des clauses de confidentialité qui sont extrêmement fortes et des possibilités de fuite d'images qui sont avec des conséquences qui peuvent être désastreuses pour les studios. Je sais que là, nous, par exemple, chez Supamonks ou même dans les autres studios dans lesquels je suis passé précédemment, je sais que il y a aucun problème au télétravail. Moi, personnellement, je suis très majoritairement en télétravail. Je suis en présentiel une fois par semaine, a priori. Enfin, à peu près. Il y a beaucoup de gens pour qui ça se passe comme ça et ça pose pas de problème dans la majeure partie des cas.
Après, sur les plus grosses structures, ça peut commencer à poser problème. Vraiment pour des raisons de confidentialité. Mais par exemple, MacGuff, qui font les mots moches et méchants, qui font les mignons, qui font tout ça, ça leur pose pas de problème de télétravail. Ça va. Ça marche. Ensuite, la prochaine question, c'était à quoi va ressembler une semaine type de travail pour toi? Ah, je sais pas si je suis. Enfin, je suis plus graphiste depuis un moment. Je suis vraiment en pipeline et en technique depuis un bon moment. Donc là, moi, actuellement, une semaine type, à mon échelle, ça va être quand même énormément de réunions, de réunions, de prise de décision et un peu de code. Donc je suis pas forcément en l'état actuel le plus représentatif. Mais sinon, une semaine type pour un graphiste, ça va être récupérer le lundi matin la liste des tâches qui te sont assignées. En tant que modeleur, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça fonctionnait. Je voyais les assets qui m'étaient assignés. J'avais une liste d'assets qui me disait bah t'as jusqu'à telle date pour faire tous ces objets-là, et puis moi je répartissais mon temps un peu comme je le voulais dedans. Et je modélisais ce que j'avais à modéliser. Une fois que j'estimais avoir fini mon travail ou quand j'avais une question, parce que je ne suis pas non plus infaillible, quand j'avais une question, je soumettais à mon superviseur pour dire bah écoute là pour moi c'est bon, ou là pour moi il y a un truc qui cloche mais j'arrive pas à voir quoi, est-ce que tu peux regarder, avoir des retours avec. Et enfin, avoir des échanges, avoir ses retours, etc. Donc une fois que mon travail était validé, je l'envoyais. Des fois, il me revenait en ce qu'on appelle une retake. Et c'est-à-dire, bah là c'est bien, mais ici, essaye de pencher un peu plus ce côté-là, essaye de tirer un petit peu plus cet angle-là. Et, euh, et voilà, et puis et ainsi de suite. Mais là, c'est vraiment pour mon passage en tant que modeleur. Là, actuellement, je suis en direction technique depuis un moment maintenant. Euh, je fais un peu de code, et beaucoup de réunions, et sinon ça va être ce qu'on appelle du pipeline. Ça va être de décider du process de fabrication des objets, enfin des objets, des films en eux-mêmes. Comment est-ce qu'on peut rendre faisable des choses qui ne le sont pas, et c'est parfois beaucoup plus abstrait aussi que juste un côté graphique. Comment est-ce qu'on envoie pour prendre un exemple, actuellement, on travaille avec Maya et Blender. Maya et Blender gèrent les distances, enfin les échelles différemment, et ils gèrent les caméras différemment. Donc, quand on fait notre animation dans Maya, comment est-ce qu'on fait pour envoyer notre caméra dans Blender si on a une animation sur la focale de la caméra? Ils calculent la focale de manière différente, donc ça passe pas bien. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus abstrait et un peu moins, peut-être un peu moins représentatif. Mais bon, au moins, on a une idée quand même générale de comment ça se passe. La prochaine question, dont on a déjà parlé de quelques-uns, c'était quels sont les principaux logiciels à maîtriser pour ce genre de métier? Encore une fois, ça va dépendre des studios. Il y a aujourd'hui en 3D, en tout cas, si, en jeu vidéo, ça va être encore différent. Donc moi, j'ai vraiment parlé de ce que je connais, qui est le film d'animation, le VFX. Maya, ça reste une référence. Donc majoritairement Maya. Après, quand on fait de l'image de synthèse, il y a Houdini qui va être très prédominant. Maintenant, tu as d'autres logiciels qui commencent à vraiment faire leur niche. Je pense à Blender, qui a l'avantage d'être entièrement gratuit et qui fait quand même pas mal de choses très bien, mais qui va avoir une limite sur la qualité sur laquelle on peut pousser les images. On va avoir pour la partie compositing. Alors compositing, ça va être pour te résumer très vite, quand on fait une image en 3D, en fait, on va rendre par exemple le fond différent, enfin, on va rendre le fond tout seul, les persos tout seul, les FX tout seul, etc. Comme plusieurs calques. Et en fait, le compositing, ça va être superposer ces calques, comme on pourrait le faire sur Photoshop, mais à l'échelle d'une vidéo, en rajoutant des effets, en facilitant les intégrations, etc. Donc pour ça, on utilise très majoritairement Nuke aujourd'hui. Et après, il y a différentes solutions de montage aussi derrière. Et puis, enfin, il y a toute une flopée de logiciels. Pour la texture, on va utiliser Substance qui va nous permettre de peindre directement sur un modèle 3D de Substance ou Mari, parce que tu as aussi des concurrences comme ça. Mais sinon, majoritairement, là, si je devais faire le roster des softs que j'ai vu le plus utilisé, en tout cas à mon échelle, et encore une fois, je rappelle que mon expérience c'est très majoritairement sur de la série. Je pense que sur du long métrage à gros budget, il y a encore des différences. On va faire du sculpt sur ZBrush, on va faire de la modélisation, de l'animation, du rig sur Maya, on va rendre nos images sur Maya avec un moteur de rendu, je dirais le plus répandu serait Arnold, et on va faire nos FX sous Houdini en parallèle pour rassembler tout ça sous Nuke, en gros. Et je crois que j'oublie pas grand chose sur un roster de base. Ok, merci beaucoup. Prochaine question. Comment sont généralement repérés les travailleurs en freelance? Donc j'imagine comment faire pour se faire repérer quand on est freelance infographiste 3D. Euh,
Être très présent en ligne, participer autant que possible à des événements, enfin des événements, à des concours, genre concours modéliser ça en temps de temps, concours animer ça en temps de temps, etc. Faire en sorte que son travail soit le plus visible possible. Tu vas avoir des sites tu vas avoir des sites qui vont te permettre de te mettre en avant. Pour le sculpte, t'as ZBrush, enfin tu vas avoir ZBrush Central, tu vas avoir j'ai un trou de mémoire. Mais ça va me revenir. J'ai un trou de mémoire sur les sites sur lesquels les travaux sont majoritairement postés. Oui, mais de toute façon, on pourra partager les infos après dans le stand aussi. Les questions qui sont plus spécifiques sur le cursus, comment y accéder, des éléments comme ça, les questions sur la prépa, tout ça, je vous invite à vous rendre après le live dans le salon d'exposition et d'aller sur le stand du cursus qui vous intéresse. Vous aurez des personnes avec qui discuter et des réponses beaucoup plus précises sur ces éléments-là. Donc là, je vais rester sur les questions un petit peu plus 3D. Donc la prochaine question, c'est la création de personnages est-elle libre ou plutôt dirigée par les personnages tiers quand on travaille sur des projets? Ça va dépendre de la taille du studio. À partir du moment où tu es sur une toute petite structure, tu as de fortes chances d'avoir à tout faire. Quand tu commences à grossir, tu vas avoir une personne tu vas récupérer par exemple un concept 2D fait par quelqu'un. Je pense à une structure comme MacGuff, tu vas récupérer aussi le sculpte fait par quelqu'un, c'est-à-dire que le modeleur il est très très peu libre de modéliser, vraiment à proprement parler. Tu vas avoir un sculpteur star entre guillemets, qui lui va, pardon, il est en train de tout casser. Tu vas avoir un sculpteur star qui lui va être chargé de modéliser enfin de sculpter tous les persos, et le modeleur il va juste être là pour faire en sorte que ça fonctionne techniquement après en 3D. Plus la structure grossit, moins t'as de liberté en fait sur ce que tu fais de toute façon. C'est cassé. Euh, du coup, non, la liberté, ça va vraiment dépendre de la taille de la structure et du type de projet sur lequel tu te trouves. C'est clair. Il y avait une question plutôt simple. Depuis combien de temps est-ce que tu es chez Artline? C'est en 2010, fin 2017 ou 2018, je sais plus. Ça va faire 4-5 ans là. Le temps passe vite. Mais je crois que j'ai commencé avant la naissance de la petite, elle va avoir 5 ans, donc on y est à peu près. Passe vite, en effet. Une autre question qui est arrivée. J'ai perdu la question que je voulais te poser. Qui est combien de temps t'a-t-il fallu pour avoir confiance en tes capacités en 3D? Euh, ça va dépendre un peu de tout le monde. Ça peut pas être très prétentieux, mais j'ai plutôt confiance en moi en fait. Donc j'ai pas beaucoup douté. À partir du moment où je suis tombé dans une filière enfin dans une filière, une spécialisation qui me plaisait. Comme je disais, j'ai commencé en compositing chez Studio 100. Je savais que j'étais nul. J'ai juste accepté le boulot parce que je sortais d'école et que je voulais un travail. Mais quand j'ai commencé à postuler pour faire du modeling, j'ai absolument jamais douté de mes compétences dans ce domaine-là. Pour le coup. C'est très important d'avoir confiance en soi, hein. C'est comme ça qu'on avance. La prochaine question qu'on avait, c'était pour commencer, qu'est-ce que tu considérais comme ordinateur, un PC ou un MacBook Pro? Un PC. Clairement un PC. Euh, Sur la question. non, mais en fait, pour expliquer, tu vas avoir des softs, je pense à ZBrush ou un truc comme ça, où les raccourcis sont pas forcément faits pour Mac et, et tu peux être embêté. Et enfin, de toute façon, de manière générale, en 3D, on utilise 99% des PC, quoi. Les seuls cas d'utilisation que j'ai vu de Mac dans des studios, avec une infrastructure Mac. C'est dans le cas où les studios sont sur Linux et tu as des logiciels qui ne fonctionnent pas sur Linux, type ZBrush. Et comme Linux et Mac sont compatibles, dans ces cas-là, on met du ZBrush pour pouvoir pour pouvoir faire fonctionner ZBrush dans un environnement général de studio. Mais, euh, mais comme je disais, je suis passé majoritairement sur de la série, une infrastructure Linux, c'est compliqué à entretenir. Je vais vous épargner les détails de logistique que ça implique derrière, mais du coup c'est un petit peu compliqué pour des structures qui ne sont pas de très gros studios de tourner sur du Linux, donc on reste sur du Windows, c'est plus facile à maintenir. Merci beaucoup. Prochaine question, combien de temps faut-il pour apprendre à modéliser un personnage quand on débute et qu'on n'y connaît encore rien?
très variable. C'est vraiment très variable. Enfin, t'as des gens qui vont être très très à l'aise tout de suite. Moi personnellement, la 3D ça m'a paru très naturel. Je faisais du sculpte avant sur de l'argile, mais j'ai commencé la 3D quasiment avec Xart. J'avais tâtonné vite fait dans les logiciels avant, mais sans vraiment en tâtonnant, parce que c'est compliqué à apprendre, genre vraiment sans rien. Et là, je parle de ça, c'était en 2009, donc du coup, il y avait vraiment pas beaucoup de ressources. Et donc du coup, personnellement, j'ai toujours tout de suite été très à l'aise avec la modélisation. Vraiment, ça m'a paru très naturel. Donc là-dessus, j'ai appris plutôt rapidement. T'en as d'autres qui vont avoir plus de mal à apprendre, pour qui ça va venir beaucoup plus lentement, qui vont pas forcément être moins bons derrière, mais c'est juste chacun son rythme d'apprentissage. Là-dessus, faut pas se, enfin, pour moi, il y a pas de problème là-dessus. Merci. Prochaine question. Est-ce que tu dirais qu'il est plutôt facile de trouver un emploi dans le monde de la 3D à la sortie d'une formation et donc sans réelle expérience professionnelle? Alors de toute façon, quand on sort de formation, aujourd'hui, à part quelques cas de réorientation, comme j'en ai eu quelques-uns ouais, pour le coup à Artline, mais la plupart des écoles plus traditionnelles de 3D ne prennent pas de réorientation, donc ça va être des gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Trouver du travail en 3D, actuellement, il y a du boulot en 3D, donc c'est pas si difficile. Je veux dire, enfin, si on travaille et qu'on s'investit, ça paye à un moment donné. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus. Une question sur Artline cette fois-ci. Qu'est-ce qui t'a plu le plus chez Artline, chez le fait d'être mentor chez Artline? Moi déjà, enfin, j'aime beaucoup l'enseignement. J'ai eu cette possibilité-là d'enseigner en 3D du coup. Euh, et le cas des réorientations, en fait, ça donne, enfin, j'aime beaucoup cette dynamique dans des classes où tu te retrouves avec des gens qui ont déjà une expérience professionnelle ailleurs, qui ont déjà vécu une expérience ailleurs. Pas que ce soit systématiquement les meilleurs profils ou quoi que ce soit. C'est juste que ça donne une super dynamique à une classe d'avoir cette mixité de gens qui vont sortir d'école et de gens qui au contraire vont avoir en plus une expérience en entreprise. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Super, merci beaucoup. Il reste encore pas mal de questions, mais qui vont être plus spécifiques sur les parcours pour entrer dans l'école, sur les tarifs, etc. Encore une fois, je vous invite soit à vous rendre à l'accueil pour aller parler avec les personnes qui sont présentes là-bas, ou d'aller vraiment sur le stand dédié à la formation. Vous y trouverez une vidéo de présentation faite par le responsable du cursus où vous aurez plein d'infos. Il y a aussi des documents téléchargeables et vous pouvez discuter avec des personnes sur le stand également. Donc pour toutes vos questions un petit peu plus précises, je vous invite à vous rendre là-bas. Et bah, du coup, de notre côté, ça va être terminé pour ce live. Merci beaucoup, Boris, pour ta participation. Et merci à vous. Merci à toi et merci à tout le monde. Et c'est toi. Et ben, je vous souhaite une très belle journée. Le prochain live, ce sera le live Game Design. Donc, vous pouvez assister à celui-là également si vous le souhaitez. Et sinon, je vous conseille de vous rendre dans le salon d'expo pour découvrir tout ce qu'il y a à propos du cursus infographie 3D. Bonne journée!